Aujourd'hui, Clémentine, après l'Égypte, on prend la direction des États-Unis à la rencontre d'une grande militante des droits de l'homme. Oui, bah écoutez, on reste dans les grandes femmes politiques, hein, parce que c'était aussi le cas de Oui. Cléopâtre. Oui. Alors là, peut-être Elle la... ressemblait moins à Alors Cléopâtre oui, Ah, elle était qu'à Stéphane, Madame Coty. Vous savez bien qu'on s'interroge beaucoup, et tous les auteurs latins, le physique de Cléopâtre, qui n'était probablement pas très belle, mais qui était captivante par son érudition. Elle avait du chien. Oui, alors voilà, elle avait du chien. Bon, alors, mais Eleanor Roosevelt aussi avait du chien. En fait, c'était On va une tout de suite espèce de regarder ça sur grande Google. bringue, effectivement, assez laide, reconnaissons-le, mais qui avait tout de même du charme. Alors, elle naît en 1884, elle Oui. a un destin tout tracé de femme d'homme politique, hein, parce qu'elle naît dans le milieu richissime de la côte Est. C'est une vraie wasp, en fait. Donc, Elle son- était sur le Mayflower, elle aussi. alors, Vérifiez. écoutez, elle pouvait tout à fait descendre de passagers mais elle aurait pu, en tout cas, hein, si ça n'était pas le cas, elle aurait pu. Mais elle est la nièce d'un président des États-Unis. Elle épouse un jeune homme qui va devenir un politicien prometteur et qui lui-même aspire à devenir président. Donc, elle a un destin tout tracé de first lady, de mère au foyer. C'est tout ce qu'on lui demande. Fait des enfants, c'est bien, et va inaugurer les chrysanthèmes. Bon, alors elle se plie à ce qu'on attend d'elle. Elle donne 6 enfants au président, quand même. Donc, elle fait bien le taf, comme disent les jeunes aujourd'hui. Mais ça la rend pas du tout heureuse pour autant. Elle a l'impression de ne pas être à sa place, d'être enceinte tout le temps, surtout, ce qu'on peut comprendre. Et en fait, ses premières années de mariage, elle se marie en 1905, elle a 21 ans, sont plutôt des années de dépression pour elle. Et différents éléments révélateurs vont venir bouleverser totalement son existence. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Stéphane, en effet, elle découvre que son mari la trompe, qu'il la trompe assidûment. Un jour, elle tombe sur les lettres d'amour que son mari reçoit de ses maîtresses. Alors, elle est absolument... Et puis, il la trompe avec sa propre secrétaire à elle. C'est même pas À sa elle, secrétaire ah. à lui, Ça, c'est encore c'est plus sa vicieux. secrétaire à elle. Il y en a eu d'autres, hein. La secrétaire, c'est entre 14 et 18. C'est une liaison Mais il y en a qu'elle- eu beaucoup Il y en a eu d'autres. beaucoup d'autres. Mais la secrétaire, quand même, c'est une histoire qui a vraiment compté pour lui, apparemment. Donc, évidemment, Il y a eu un film, non, elle sur est... Ah oui, très joli. un très joli film. Oui, Mais vous savez oui. qu'il y a une autre série en ce moment, c'est sur l'histoire d'amour entre le président Roosevelt et la princesse héritière Martha de Norvège. Ça doit vous plaire, Ah, oui, ça. c'est- non, ça- je ça n'ai- cartonne, ça a ouais. échappé Oui. à mon Il examen était fou minutieux d'amour. des séries historiques Je vous à la télé. raconterai un jour, mais c'est vrai qu'il adorait les royautés. Tout ce qui saignait bleu, il trouvait ça. Puis un jour, il faut nous raconter aussi la différence entre comment les séries traitent ces histoires que vous connaissez, Oui. voir Ah bah, les différences dans volontiers. The Crown. Il y a des polémiques sur le fait Ah que bah ça ne oui. respecte Oh, pas ça fait toujours la l'objet de réalité. bouquins très intéressants. Toutes les séries télé sont passées au peigne fin de la réalité historique, et c'est toujours passionnant, et ça fait parler d'histoire surtout. Alors, j'en reviens à ma Éléanore. Donc, elle veut divorcer absolument, elle dit, ça suffit, hein. Et en fait, son mari ainsi sa belle-mère, qui était aussi une personnalité assez épouvantable, se rendent bien compte que s'il y a divorce, la carrière politique du mari est quand même assez compromise. Donc, elle accepte de rester, mais elle va s'installer à part, et elle devient une sorte de partenaire pour son mari. Et cette remise en question de son mariage, parce que son monde s'est effondré, cette femme, va la changer du tout au tout. Elle comprend qu'elle peut sortir de ce rôle de potiche et de mère au foyer. Elle se met à fréquenter des intellectuels, des juristes, des femmes libérées, des femmes engagées. Et là, c'est le début d'une transformation majeure. Et le second bouleversement, c'est la maladie de son mari en 1921. On pensait à l'époque qu'il avait la polio. On sait depuis 2012 qu'en fait, c'est le syndrome de Guillain-Barré qui, en gros, je vous la fais courte, et à la tomate diaphoirus, ça peut vous paralyser intégralement. Donc, dans sa vie publique, il faisait des efforts, Roosevelt, pour se munir de béquilles ou simplement s'appuyer sur un accompagnateur, mais en privé, il était constamment dans un fauteuil roulant. Et elle va le soigner avec dévouement, elle va l'aider à surmonter cette crise morale majeure dans la vie d'un n'importe quel individu, et elle devient ses yeux et ses jambes. C'est-à-dire qu'il l'envoie en voyage le représenter, et cette femme qui elle-même se disait gauche, timide, incapable de prendre la parole, commence à s'exprimer en public, devient de plus en plus à l'aise, et va tous les jours communiquer un peu des
brèves des nouvelles, une sorte de synthèse de la journée à son mari. Voilà, j'ai rencontré les femmes dans le Sud, elle voudrait que les femmes aient plus de place. Enfin, elle commence à jouer un vrai rôle et elle va jouer un vrai rôle dans la campagne victorieuse de son mari en 1932. Elle devient ainsi la première First Lady à donner une dimension politique et médiatique à son rôle. Elle est membre du cabinet présidentiel en tant que secrétaire au travail. Elle va beaucoup contribuer à la popularité de son mari. Alors, sa popularité à elle aussi est très forte, et notamment pourquoi ? Parce que l'année 1932-33, qui est l'année d'élection de son mari, il y a plus d'articles sur elle que sur son mari. Et pourquoi ? Eh bien, notamment parce qu'il y a une journaliste de l'Associated Press à la Maison-Blanche qui s'appelle Lorena Hickok et qui la met sur un piédestal, qui pousse sa carrière et son image. Alors, femme extrêmement active, extrêmement énergique, qui se déploie tous azimuts pour la justice sociale et l'émancipation des femmes. Elle tient une chronique quotidienne qui s'appelle My Day, où elle raconte aux Américaines ce qu'elle fait de sa journée. C'est très moderne, ça. On peut la questionner. Elle organise une conférence de presse hebdomadaire réservée aux femmes. On est dans les années 30, c'est quand même effectivement très avant-gardiste. Et alors, elle est ingérable. Évidemment, les conservatrices trouvent qu'elle en fait beaucoup trop, qu'elle ne devrait pas se mêler de ça, qu'elle devrait accompagner son mari, c'est tout. La presse conservatrice la dénonce comme une Amazone qui veut instituer un gouvernement de jupons, d'autant qu'au moment du New Deal, après la grosse crise de 29, il n'y a plus d'emploi, il y a un chômage massif aux États-Unis, et les conservateurs voudraient que les femmes retournent au foyer. Et Eleanor prend position en disant il n'en est pas question, les femmes ont conquis des bastions, c'est pas pour retourner torcher des moutards. Alors, ça va pas s'arranger parce qu'elle va également s'engager contre les discriminations dont sont victimes les Afro-Américains et la ségrégation. Elle prend position contre les lois anti-lynchage dans le Sud. Alors là-bas, on la qualifie de la reine de la nation noire, et son mari reçoit un courrier considérable de gens qui disent écoutez, votre femme, envoyez-la au Libéria. Bon, enfin, elle n'a pas la cote absolument partout, mais elle va être aussi la première femme américaine à aller en Europe en 42. Elle a 3 fils qui se battent, donc elle prend la parole à la radio en disant écoutez, je sais ce que c'est, je suis une mère, j'ai 3 enfants sur le terrain des opérations. Bon, enfin, vous voyez, elle est vraiment devenue une personnalité majeure de la politique américaine. Et après la mort de son mari, en 1945, Truman lui demande d'aller à Londres faire partie de la commission qui doit travailler sur la Déclaration des droits de l'homme. Et elle va se consacrer en particulier à un problème ô combien majeur aujourd'hui aussi, les personnes déplacées. Il y a des millions de personnes déplacées à la fin de la guerre. Elle travaille à ce projet de Déclaration des droits de l'homme, et je le disais au début de cette émission, elle sera donc la première présidente de la Commission des droits de l'homme à l'ONU. En 1978, soit 16 ans après sa mort, elle meurt en 1962, sont rendues publiques plus de 3300 lettres échangées entre elle et la journaliste de la Maison-Blanche, Lorena Hickok, celle qui avait si bien fait sa pub. Ce sont des lettres d'amour absolument passionnées. Et leur liaison a commencé en 1932, première année de l'élection de Franklin Roosevelt. Et cette femme a eu énormément d'influence sur elle. Elle a beaucoup poussé à s'engager. Je trouve que c'est une histoire d'amour merveilleuse parce que Lorena Hickok, elle est d'une beauté. Elle est beaucoup plus jeune qu'Eleanor et elle est belle. Et cette femme qui a toute sa vie... C'est un amour platonique ou c'est parce que Stéphane... Non, je vois dans le regard de Stéphane la question. Pas du tout. Et cette femme qui a toute sa vie... Je vous connais Stéphane maintenant. Je vous connais. 78 émissions, je sais ce que vous pensez avant même que vous ne le pensiez. Non, mais c'est une magnifique histoire parce que voilà une grande bringue qui était super complexée par son physique et qui a commencé sa vie en étant mal tout le temps. Et elle suscite l'amour de cette sublime journaliste très très belle, bien plus jeune qu'elle. Et d'ailleurs, ça c'est un miracle de l'amour et c'est celui que vous allez nous raconter, Stéphane, avec Diane de Poitiers, qui a quand même réussi le miracle, le prodige d'aimer avec sincérité un homme qui avait 40 ans de plus qu'elle, je crois. Et de se faire aimer d'un homme qui en avait 20 de moins. Donc c'est une histoire comme il n'y en a pas beaucoup, elle est magnifique. Alors, vous voyez, Eleanor Roosevelt, icône des féministes, des homosexuels et des Afro-Américains, on est loin, bien loin de la ouasse pur sucre qu'elle était en naissant. Et au moment de sa mort, en novembre 62, le New York Times titre en disant qu'elle était l'une des femmes les plus estimées au monde. Eh bien, c'était bien justifié.
bravo, passionnant votre récit, Clémentine. Merci. Surtout la fin, quand ça devient sexuel. Oui, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre elles. On peut le Dites-moi, deviner. c'est pas elle qui croyait aux fantômes à la Maison Blanche aussi? Alors ça, je l'ignore oui, absolument. Oui, je reconnais là votre... Ça, je votre l'ai eu dans Détective capacité. Magazine, Stéphane. Il faut... D'un côté, on a des lectures En tout cas, sérieuses, et de l'autre, le mec, il est moi, Détective Magazine. J'aime quoi. bien l'histoire aussi par le petit côté de la Moi lorgnette. aussi, Stéphane, mais enfin là, j'ai eu guère Oui. le temps de vous expliquer qu'elle Non. s'intéressait à la Commission des droits de l'homme. Je suis pas allée sur les fantômes. et puis, elle avait fait avec son mari un New Deal aussi. Voilà. Ah oui, ça, Ah, mais c'est belle plus haut de histoire, gamme, belle Stéphane. histoire, belle trajectoire, Oui, grande dame, Magnifique. grande dame de Oui, oui, l'histoire. Magnifique. Merci beaucoup, Clémentine. Vous restez avec nous.